Doha vous embrasse. Ensuite, vers 23h40, vous montez ensemble dans une chambre. Monsieur Petit, vous déshabillez Madame Doha et vous-même. Vous avez une relation sexuelle, mais pendant celle-ci, Madame Doha se plaint de douleurs aux cuisses. Cependant, vous continuez et à la fin du rapport, Madame Doha pleure et, outrée par les événements, elle décide de partir durant la nuit. Monsieur Petit, pouvez-vous me décliner votre identité? Je m'appelle Julien Petit. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes né le 6 janvier 2006 à Angers? Oui, c'est ça. Où en êtes-vous dans votre parcours scolaire? Aujourd'hui, je suis en CAP pâtisserie à la UFR La Bonne. Avez-vous déjà été condamné? Non, jamais. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Je reconnais que j'ai passé un moment avec Mademoiselle Doha, mais pas son geste. Pourquoi êtes-vous allé à cette soirée? C'était la soirée d'un ami, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Quelle était votre intention en agissant ainsi avec Madame Doha? Je n'avais pas d'intention particulière. Est-ce que vous connaissiez Madame Doha avant cette soirée? Non. Et quelle était votre relation durant la soirée avant? On a appris à faire connaissance et c'est tout de suite bien entendu, on a continué comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu des petites amies? Oui, j'ai déjà eu. Vous leur avez fait la même chose qu'à Madame Doha? Non, pas du tout. On a eu des relations, mais je n'ai jamais pu me rapprocher. Maître Boudot, Maître Ferrabas, Madame l'avocate générale, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente. Madame Rose Doha a-t-elle exprimé une quelconque volonté tout au long de votre acte? Non, elle a rien. Donc son silence ne vous a pas stoppé? Non, je me suis dit c'est normal, chacun est différent. Très bien, merci. Pourquoi n'avez-vous pas réagi lorsque Rose a exprimé qu'elle ressentait une douleur aux cuisses? Elle a dit « T'inquiète, sinon on ne le fait pas ». N'est-ce pas une indication claire qu'elle ne pouvait pas poursuivre si les conditions n'étaient pas réunies? Non, je me suis dit que c'était normal. Lors de ma première fois, la fille aussi elle s'est plainte et elle ne l'a jamais reproché. Je me suis dit que c'était juste une petite douleur et qu'elle pouvait bien faire avec. Je ne pensais pas qu'elle voulait tout couper comme ça. Vous décrivez une absence de refus explicite. Pensez-vous qu'une personne tétanisée, sidérée, peut s'exprimer avec lucidité en ayant toutes ses facultés? Non, je ne pense pas, mais je ne savais pas qu'elle était tétanisée, moi. Avez-vous remarqué qu'elle avait mal ou qu'elle était en larmes à la fin du rapport? Non, à la fin, je me suis juste endormie. Donc à aucun moment, vous avez pris le temps de lire ses réactions. Je n'ai pas fini les questions, madame. Monsieur Ferrabas, vous pourrez poser des questions après. Vous dites qu'elle ne vous a pas demandé d'arrêter. Devait-elle crier ou se débattre pour que vous compreniez qu'elle n'était pas consentante? Non, bien sûr que non, mais j'ai 18 ans, moi. J'ai pas fait non plus 20 fois et je ne suis pas un peu dans ce domaine. Pourquoi tenir ses poignets pendant l'acte? Que cherchez-vous à empêcher? Une fuite? Un refus? Non, j'ai vu ça sur des vidéos, je pensais qu'elle aimerait bien, moi. Pensez-vous que le silence signifie automatiquement consentement? Julien, pensez-vous qu'un rapport sexuel peut être consenti si une personne pleure à la fin? Non, je pense pas, mais j'ai pas vu qu'elle pleurait, moi. À aucun moment vous lui avez demandé si elle allait bien. Était-ce par négligence ou par peur d'entendre un non? Non, pas du tout, j'ai juste pas pensé à le faire. Vous avez dit « je ne suis pas un pro dans ce domaine ». Pensez-vous que l'inexpérience justifie de ne pas vérifier le consentement d'une partenaire? J'assume. J'aurais dû faire attention, mais j'y ai pas pensé. J'ai pensé qu'à mon plaisir et je me suis endormie après. Je vous remercie. Monsieur Petit, est-ce que Rose semblait réticente ou mal à l'aise à ce moment-là? Non, pas que j'ai trouvé. Elle semblait d'accord, on était dans la chambre tous les deux, quoi. Est-ce que vous avez proposé d'arrêter ou vous avez demandé si il allait bien? Non, j'ai pas demandé, mais elle m'a rien dit non plus. Est-ce qu'elle vous a repoussé ou demandé d'arrêter? Non, absolument pas. A-t-elle exprimé la moindre hésitation au moment de se retrouver seule avec vous dans un lieu intime? Non, pas que je me rappelle. Ça va, très bien.
Doha, pouvez-vous me décliner votre identité? Je m'appelle Rose. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes né le 14 février 2004 à Angers? Je vais vous poser quelques questions. Pourquoi étiez-vous présente à cette soirée? C'était la soirée d'un ami, oui, et je voulais juste m'amuser et rejoindre mes amis. Où en êtes-vous dans votre parcours scolaire? Je suis actuellement étudiante en 3e année de licence d'économie et de gestion. Est-ce que vous aviez eu un lien avec Julien avant? Non, on ne s'était jamais rencontrés. Est-ce que vous regrettez votre relation? Oui, je pourrais dire que je la regrette. Maître Boudot, avez-vous d'autres questions? Rose, avez-vous eu d'autres rapports avant? Non, je n'ai jamais eu d'autres rapports sexuels avant celui-là. Avez-vous eu peur à un moment donné pendant la scène de relation? Oui, à un moment donné, il m'a attrapé les poignets et j'ai senti comme une sorte d'agressivité. Donc forcément, ça m'a brusqué. Pouvez-vous expliquer ce que vous ressentez ainsi que vous avez été déterminé? L'action qu'il a fait m'a brusqué et mon corps a comme arrêté de réagir. J'ai pas pu exprimer de non-envie corporelle. Est-ce que les larmes à la fin du rapport ont été vues ou commentées par Julien? Non, il n'a pas relevé. Pourquoi avez-vous dit j'ai froid? C'était une façon d'exprimer une plaie. Pourquoi avez-vous dit peut-être si on ne peut pas? Quand il ne peut pas, Je pense que j'ai cru qu'il comprendrait, mais ça n'a pas été le cas et il a quand même continué. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'il a insisté malgré vos phrases? J'ai un peu compris que les choses n'allaient pas se dérouler comme normalement et j'ai été brusquée. Avez-vous tenté de vous éloigner ou de ralentir l'action? C'était facile sur une riche à ce moment-là. J'aurais peut-être pu, mais comme j'ai été prise de tétanie, j'ai pas réussi à réagir et les choses se sont déroulées. Avez-vous ressenti une pression ou une incapacité à le déterminer explicitement? Oui. Merci, Maître Boudot. Maître Carabas, avez-vous d'autres questions? Madame Doha, qui a proposé de monter dans la chambre des nuits? C'est moi. J'ai proposé à Julien de monter parce que j'avais besoin de charger mon téléphone. Donc, il devait juste aller chercher un chargeur à la base. Pourquoi vous êtes laissé descendre jusqu'en sous-vêtements si vous ne vouliez pas aller plus loin? Je pensais qu'on allait juste faire des préliminaires et je pensais pas qu'on allait plus loin. Donc, j'ai pas exprimé. Dans ce cas, quand Julien est parti chercher un préservatif, pourquoi vous ne vous êtes pas habillé ou vous l'avez empêché, pourquoi vous ne l'avez pas empêché de continuer? Parce que comme j'ai eu peur, j'ai été prise de tétanie et les choses sont pas sorties comme j'aurais voulu qu'elles le fassent. Vous dites avoir une main au cuisse, mais est-ce que ça veut dire arrête? En effet, c'est pas une réaction explicite, mais c'est la seule chose que j'ai réussi à sortir à ce moment-là. Alors, comment pouvez-vous lui reprocher quelque chose alors qu'il ne vous dit pas arrête? J'ai pas effectivement exprimé de refus oral net, mais je pense que c'était quelque chose qui n'était pas normal et absolument pas voulu de ma part. Est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé? Depuis quand un malaise ou un regret après vous est bien un viol? C'est une affirmation, ça, c'est pas une question. Maître Boudot, calmez-vous, s'il vous plaît. Très bien, madame la présidente, Non, madame. messieurs et dames du jury, avez-vous d'autres questions? Très bien. Mademoiselle Doha, je vous rassure. Nous allons appeler la première experte à ce procès, Madame Catalina, députée. Madame Catalina, pouvez-vous me décliner votre identité? Je m'appelle Georgia Catalina. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes née le 25
quelques questions pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire entre M. Petit et Mme Doha? Bien, permettez-moi de m'exprimer. Aujourd'hui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, ce n'est pas un simple débat que nous engageons. C'est un procès moral, celui du sexisme. Cette maladie qui impacte nos gestes, nos mots, nos lois. Le sexisme est l'idéologie de la domination. Il construit des hiérarchies, là où il devrait y avoir de l'égalité humaine. Et non, je ne parle pas de l'égalité des genres. Non, je parle de l'égalité humaine. Il ne se contente pas de construire, d'humilier, de rabaisser. Non, il prépare petit à petit. Il prépare la violence, il prépare l'injustice, il prépare l'oubli. Et au bout de tout ce mépris, eh bien, il y a le viol. Qu'est-ce que le viol, sinon la négation absolue du consentement? Ce n'est pas une simple pulsion, c'est une volonté d'envahir, de posséder, d'arracher à l'autre son droit le plus fondamental, celui de disposer librement de son corps, de sa liberté, de sa volonté, de sa parole. Et le consentement est une grande liberté de l'humanité. Cela n'a jamais été une ambiguïté à deviner, non. C'est une affirmation claire, précise, un oui qui ne doit jamais passer sous la pression, le silence ou la peur. Nonobstant, encore aujourd'hui, on cherche dans la victime la faute, comme si le crime trouvait son origine non pas dans l'agresseur, mais plutôt dans la fragilité, dans l'ivresse, dans la tenue, dans l'heure de la mémoire blessée, celle qui fut ce jour-là condamnée à une mort psychique. Et je pense qu'aujourd'hui, cela suffit. Un corps sans consentement est un territoire violé. Une société qui ne peut guère reconnaître cela n'est point une démocratie. C'est une complice. Alors oui, aujourd'hui j'accuse. J'accuse les regards qui excusent. J'accuse les mots qui légitiment un crime. J'accuse les lois qui chuchotent là où il faudrait hurler. J'accuse la culture qui dit aux femmes d'avoir peur et qui donne le droit aux hommes de passer au-delà de cette peur. Et voilà que je vous laisse sur cette question. Comment prétendre défendre la liberté si l'on demeure incapable de défendre celle de dire non? Merci. Maître Barabas, Non, Madame le Président. Madame l'avocate générale, Non, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs du jury, avez-vous d'autres questions? Nous allons écouter la seconde experte appelée à ce procès, Madame Morel, membre d'association. Madame Morel, pouvez-vous me décliner votre identité? Je m'appelle Léna Morel. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes née le 24 avril 1995 à Montpellier? Oui, c'était exact. Quelle est votre profession? Je suis membre de l'association. C'est une association de quoi exactement? C'est l'association Solidarité Victime, dans laquelle je travaille depuis maintenant 8 ans. C'est une association qui œuvre depuis de nombreuses années dans la protection des victimes de violences. Est-ce que vous avez connaissance de beaucoup de viols lors de soirées? En effet, Avez-vous quelque chose d'autre à dire? notre association a accompagné des centaines de victimes. Et ce que nous avons observé est indéniable. Les violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, laissent des traces profondes et durables. Les victimes de ces violences se retrouvent souvent prisonnières de la peur et du silence. Elles voient leur confiance en elles et leur dignité endommagée, voire détruite. Elles souffrent d'isolement, de troubles alimentaires, de troubles du sommeil. Elles peuvent revivre l'élément traumatique à travers des cauchemars, à travers des flashbacks, à travers une anxiété constante. Elles n'arrivent donc pas à tourner la page, à refaire confiance de nouveau, de peur d'être trahies, abusées. Tout cela peut créer des traumatismes à long terme, des cicatrices qui ne se réparent jamais vraiment.
celles sur le corps sont visibles, mais d'autres ne le sont pas et sont psychologiques. Ce sont elles les cicatrices les plus difficiles à guérir. Nous constatons que les victimes remettent aussi en cause leur propre perception de la réalité et des événements qu'elles ont vécus, voire même de leurs propres valeurs. Elles peuvent éprouver de la colère envers l'agresseur, mais aussi et surtout envers elles-mêmes, pour ne pas avoir pu éviter la situation. Elles peuvent se sentir responsables, coupables, voire même honteuses de ce qui s'est passé, alors que ce sont elles les victimes. Malgré tous ces sentiments négatifs, nous observons chez beaucoup d'entre elles une réelle volonté de guérison et de reconstruction. Elles aspirent à sortir de cette situation, à refaire confiance de nouveau, à rétablir des relations saines. Pour cela, l'aide de proches ou de professionnels est primordiale. Les violences bouleversent la vie personnelle, bouleversent la vie sociale, peuvent même bouleverser la vie professionnelle de la victime. Il n'y a pas d'âge pour être victime. Je pense par exemple à un jeune homme que j'ai pu accompagner. Appelons-le Mehdi. Mehdi, il a 15 ans. Il est victime de violences physiques et verbales de la part de sa mère. Il n'ose pas en parler, car il pense qu'il ne sera pas cru. À l'école, ses résultats chutent. Il s'isole. Il a des troubles du sommeil, il a des excès de colère. Grâce à l'aide d'un enseignant, d'un suivi psychologique, il reprend petit à petit sa vie en main. Je pense aussi à Juliette. Elle a été victime d'une agression sexuelle dans le cadre de son travail par un de ses collègues plus âgés. Elle va garder le silence par peur de perdre son emploi, par peur de ne pas être prise au sérieux. Un accompagnement psychologique et juridique va lui permettre de porter plainte et de retrouver une vie un peu plus sereine. Je viens de vous parler de deux situations, de deux victimes que j'ai pu accompagner, mais c'est malheureusement des centaines, des milliers de victimes de violences physiques, de violences verbales, de violences psychologiques, de violences sexuelles. Elles n'ont malheureusement pas toutes la chance de pouvoir être accompagnées pour avancer dans leur démarche de reconstruction. Je tiens à souligner que les violences, qu'elles se manifestent dans le cadre familial, au travail, en soirée ou ailleurs, ne sont jamais justifiées. Ce sont des actes de domination, de contrôle et de déshumanisation qu'on ne doit pas accepter. Nous savons tous qu'il faut faire preuve de beaucoup de courage pour affronter un parcours juridique qui est long et qui empêche un temps les victimes d'aller de l'avant, de tourner la page, même si à long terme, il leur est bénéfique. Parler de sa vie sexuelle devant un tribunal n'est pas quelque chose de facile. Alors je vous laisse imaginer la force qu'il faut à Madame Doha, ici présente, pour parler d'une agression sexuelle devant vous tous aujourd'hui. C'est pour cela que je vous demande de prendre en compte dans cette affaire non seulement les faits qui se sont produits, mais aussi les conséquences psychologiques et humaines sur la victime. La violence a un coût. Il est de votre responsabilité d'agir en conséquence et d'appliquer la justice avec toute la rigueur et l'empathie qu'elle nécessite. Je vous remercie de votre attention. Merci madame. Maître Verabas, avez-vous des questions? Non, Madame la Présidente. Madame la générale, avez-vous des questions? Non, madame la présidente. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous des questions? Merci madame Morel, vous pouvez vous rasseoir. Maître Boudot, pour la partie civile, je vous laisse la parole pour votre plaidoirie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, ce soir-là, Rose n'a pas dit non. Mais elle n'a jamais dit oui non plus. Et c'est précisément là, dans ce territoire flou, ce vide entre une parole absente et un consentement supposé, que s'est noué le drame dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de monstre, ni de ruelles sombres, pas une affaire de violence criante, de cris étouffés dans la nuit, mais une histoire bien plus subtile, pas moins grave. C'est celle d'un moment intime entre deux jeunes où tout a basculé, lorsqu'une limite, pourtant invisible, a été franchie sans que l'un ne s'en rende compte et que l'autre ne puisse l'empêcher. Rose n'a pas crié, elle n'a pas frappé, elle n'a pas fui.
Et pourtant, elle a dit qu'elle avait froid, et dans ce simple mot, il y avait déjà quelque chose. Un malaise, un repli, une manière de dire « je ne suis pas à l'aise ». Elle a dit ensuite « t'inquiète, sinon ne fais pas », comme une tentative douce mais claire de poser les limites, de dire « si tu sens que je n'ai pas envie, arrête ». Puis, la première tentative de pénétration n'est pas passée, comme si son corps réagissait à ce qu'il entend soudain arriver. Pendant d'un acte, elle a murmuré « j'ai mal aux cuisses », comme un dernier appel à la retenue, à l'écoute, à l'attention, et à la fin, elle a pleuré. Et lui, Julien, que faisait-il à ce moment-là? Il tenait ses poignets, il continuait, il ne posait aucune question, il ne regardait pas son visage, il n'entendait pas ses mots, il ne cherchait pas à savoir si elle allait bien, il supposait, il interprétait. Il pensait que le silence valait accord, que l'immobilité voulait dire approbation, que parce qu'elle ne disait pas non, il pouvait continuer. Il pensait que parce qu'ils étaient à une soirée, parce qu'ils s'étaient embrassés, parce qu'il y avait une forme de rapprochement, cela voulait dire qu'il pouvait aller au bout. Mais le consentement, mesdames et messieurs les jurés, ce n'est pas une interprétation. Ce n'est jamais un silence qu'on lit comme un feu vert. Ce n'est jamais un corps figé qu'on déchiffre à sa convenance. Et ce n'est surtout pas un j'ai mal qu'on décide d'ignorer. Le consentement, en droit comme en humanité, c'est une parole claire, libre, posée. C'est une volonté affirmée. C'est une liberté d'accepter, mais aussi de refuser. Ou de changer d'avis. Et c'est une attention à l'autre qui devrait être naturelle dans tout rapport intime. Or, ici, rien de cela n'a eu. Julien dit aujourd'hui, je ne suis pas un pro. Mais faut-il vraiment être un expert en relations humaines pour comprendre que quand quelqu'un se tait, se fige, exprime de la douleur ou ne réagit pas, ce n'est pas bon signe? Faut-il un diplôme pour sentir que quelque chose ne va pas, pour poser une simple et même question? Tu veux? Ça va? Tu es sûr? Non, mesdames et messieurs, il ne faut pas être un professionnel. Il faut juste être humain. Il faut savoir voir, entendre, sentir. Ce que Julien n'a pas fait. Rose, elle s'est figée. Non pas par accord, mais parce que son corps ne répondait plus. Parce que son esprit s'est déconnecté. Parce qu'elle était dans un état de sidération. Cette réaction que le corps humain adopte face à une situation perçue comme violente. Quand la fuite ou la lutte ne sont plus possibles. Alors on reste là, incapable de bouger, de parler, de résister. Et cela, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une invention. C'est une réaction psychologique et physiologique que aujourd'hui, la justice doit prendre en compte. Alors non, ce n'est pas un moment gênant. Ce n'est pas un simple malentendu. C'était une agression. C'était un acte sexuel sans consentement. Et cela, en droit français, a un nom. Cela s'appelle un viol. C'est un crime. Ce n'est en aucun cas anodin et en aucun cas excusable. Rose est partie dans la nuit, en silence, en pleurant. Elle a porté en elle ce choc, cette honte, cette douleur, seule, pendant des jours, des semaines. Et ce n'est que bien plus tard, lorsqu'elle a compris, lorsqu'elle a pu mettre des mots sur ce qu'elle avait ressenti, qu'elle a parlé. Non pas pour détruire la vie de Julien, mais pour faire reconnaître la sienne, pour que justice soit faite, pour ce qu'elle a vécu soit entendu, pour que vous, aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, puissiez poser des mots là où Rose n'a pas pu les poser. Reconnaître que le silence, ces larmes, cette immobilité, ce n'était pas de l'acceptation, c'était de la souffrance. Ce procès n'est pas celui d'un monstre,
c'est celui d'un garçon qui n'a pas su s'arrêter, d'un garçon qui n'a pas su entendre, qui n'a pas su voir, et c'est celui d'une jeune fille qui n'a pas pu dire non parce qu'elle était tétanisée. Mais l'absence de non ne peut plus, ne doit plus être une excuse. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous savons, avec ce que nous comprenons des mécanismes du corps et de l'esprit humain face à la violence, ce n'est plus tolérable de fermer les yeux. Par votre décision, vous avez la possibilité d'envoyer un message clair, fort, juste, que le silence n'est pas un consentement, que la douleur ne peut pas être ignorée, que le respect de l'autre ne doit jamais être optionnel, et que, même dans l'intimité, la loi veille. Rose n'a pas crié, mais aujourd'hui, c'est justice qui peut parler pour elle et dire clairement, fermement, cela n'est pas acceptable, cela ne doit plus jamais l'être. Je vous remercie. Maître Verabas, pour la défense, je vous laisse la parole pour votre plaidoirie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, je me tiens aujourd'hui devant vous avec une mission difficile mais nécessaire, défendre un jeune homme de 18 ans, Julien, accusé d'un crime parmi les plus graves que notre droit connaisse, le viol. C'est avec une conscience aiguë et la gravité des accusations portées contre Julien que je me tiens aujourd'hui devant vous. Le mot viol résonne avec une force terrible, évoquant à juste titre l'effroi et l'indignation. Personne dans cette salle ne saurait minimiser la douleur, les traumatismes qu'une agression sexuelle réelle inflige à sa victime. Et si les faits nous sont présentés ce jour étaient avérés de leur dimension la plus sombre, mon rôle ici serait bien différent. Et que personne ici se trompe. Rien n'est plus grave qu'un crime. S'il est réel, rien n'est plus douloureux qu'une intrusion imposée dans l'intimité. Rien n'est plus lourd à porter qu'une parole brisée, un corps envahi. Toutefois, la justice, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la vengeance. La justice, c'est la recherche du vrai. Et pour être juste, il faut être capable de regarder avec rigueur et lucidité, équilibre, les faits qui nous sont présentés. Julien, il a 19 ans. Aucune condamnation, aucun passé judiciaire. C'est un lycéen, il prépare son bac. Il vit encore chez ses parents. Il ne voit presque jamais. Il n'est pas connu pour être violent. Il n'est pas connu pour être manipulateur. C'est un garçon timide, plutôt effacé. C'est pas un garçon pervers. C'est pas un garçon stratège. C'est pas un homme de pouvoir. C'est un jeune homme inexpérimenté qui se sort là du 23 mars avec l'une de ses premières expériences intimes. Il se rencontre chez lui, un ami en commun, ils discutent, rient ensemble, prennent 2 verres, ils se plaisent, ils mangent ensemble, puis ils partent se promener seuls vers 23h. Et c'est Rose qui l'embrasse. C'est un moment de tendresse, d'attirance, d'émotions partagées. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de peur. Ils montent ensemble dans la chambre de lui, s'embrassent, se caressent. Alors Julien la déshabille, elle ne dit pas non. Il se déshabille aussi. Il reste en sous-vêtements. Ce n'est pas un enlèvement, ce n'est pas une embuscade. C'est un moment que les deux croient intime. Puis, il y a une tentative de rapport. La première pénétration échoue. Julien, dans la panique, introduit ses doigts dans les sexes de Rose, puis il tente la nouvelle pénétration en tenant les poignets de Rose et il y parvient. Rose dit « J'ai mal aux cuisses ». C'est un signal qu'elle est gênée, qu'elle souffre peut-être, mais ne dit pas « Arrête ». Elle ne repousse pas Julien, elle ne se lève pas, elle ne crie pas, et elle ne lui dit pas clairement que c'est non. Julien, lui, est dans un moment où il croit, à tort, que tout est encore consenti.
Il n'a pas les clés pour comprendre. Et ce n'est pas une surprise organisée. Ce n'est pas un viol par ruse, par tromperie, par piège. C'est un moment mal lu, mal interprété, où les limites ne sont pas clairement énoncées. Et c'est justement là qu'on fait la différence entre un violeur et un jeune homme qui se trompe. Si les violeurs imposent, Julien, lui, croit comprendre. Il croit que son silence vaut accord. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas une violence volontaire non plus. Oui, il prend les premiers rôles. Mais ce n'est pas pour la bloquer. C'est dans le feu de l'action quand on bien des moments sexuels maladroits. Oui, Madame Doigt, elle pleure. Mais après, pas pendant, pas en disant non. Et ça aussi, c'est une faute. Julien, il aurait dû le voir, comprendre. Mais il n'effuit pas, il ne la menace pas, il dort. Rose part outré dans la nuit. Julien ne nie pas qu'elle a été blessée. Il ne nie pas qu'il a fauté. Il dit « je n'ai pas compris ». Je le regrette. Aujourd'hui, la justice doit juger en conscience de la loi. Et la loi dit il y a viol s'il y a pénétration imposée par violence, contrainte, menace ou surprise. Mais ici, quelle est la nature exacte de cette surprise? Est-ce une manipulation? Non. Est-ce une embuscade? Non. C'est une erreur. Une lecture faussée d'une situation trouble. Nous sommes dans une zone grise, un flou, un moment que les stupes aguerris auraient suggéré. Mais pas Julien, parce qu'il est jeune, parce qu'il est maladroit, mais pas parce qu'il est pervers. Ce que vous devez juger, mesdames et messieurs les jurés, ce n'est pas le ressenti de Rose seul, c'est l'intention de Julien. Et cette intention, vous ne la trouverez jamais dans la haine, dans la domination, dans le sadisme. Julien n'a pas voulu faire mal. Il avait demandé un préservatif, il a même répondu « T'inquiète, je gère ». Il croyait qu'il gérait. Oui, mal, très mal, mais pas comme un criminel. Alors que faire? L'envoyer en prison? Le condamner comme un violeur? Coller à son nom à 18 ans l'étiquette infamante d'un crime qu'il n'a pas eu l'intention de commettre? Pour reconnaître qu'il y a eu faute, mais pas de crime? Il faut éduquer, encadrer, responsabiliser, mais pas briser. Julien n'est pas un danger pour la société. C'est un garçon qui a besoin de comprendre, qui doit grandir, qui doit apprendre ce que c'est le vrai consentement, mais pas entre quatre murs. Je ne vous demande pas de balayer la douleur de Rose, mais je vous demande de la comprendre sans confondre. Le droit pénal est précis. Il existe un acte, un élément moral, une volonté. Et cette volonté ici n'existe pas. Julien n'est pas coupable de viol, il est coupable de maladresse, d'immaturité, peut-être une faute morale, mais pas d'un crime. Comme le soulignait avec sagesse Robert Badinter, aucun homme n'est complètement coupable. Je vous demande, mesdames et messieurs les jurés, de rendre une justice qui soit à la fois ferme et humaine. Une justice qui sanctionne la faute sans pour autant briser un jeune homme dont l'avenir est encore devant lui. C'est cela votre mission. Rendre une justice à la fois ferme et juste, mais pas aveugle. Je vous remercie, madame la présidente. Merci, maître Carabas. Merci à tous. Les audiences des 4 procès du sexisme sont terminées. Je vais entrer les accusés des 4 procès. Messieurs les avocats, madame la victime et monsieur l'accusé,